Bonjour, donc voici une vidéo que j'ai fait parce que j'ai participé à une discussion sur YouTube et qui était à propos des années 80. Alors l'idée c'est que je vois je vois de manière récurrente en fait des gens qui considèrent les années 70, 80, voire 90 comme étant le paradis sur Terre, avec des gens créant plein de dettes et rendant très pauvres leurs enfants et petits-enfants, et étant de sacrés égoïstes, etc. Bon, je pense que vous avez reconnu le portrait du boomer. Et personnellement, j'ai vécu les années 80. Et quand je me rappelle à l'époque, je me rappelle que franchement, c'était pas si cool que ça. Alors, j'ai eu envie de comprendre. J'ai eu envie de comprendre comment ça se fait qu'il y a une perception. Actuellement, on est là, ici, en 2024. Hein, comment ça se fait que la perception de ces années-là, en fait, est complètement pas du tout celle que je me rappelle, et aussi que se rappellent la plupart des gens qui ont vécu cette époque-là. Comment ça se fait qu'il y a cette différence? Je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne colle pas quelque part. Alors, on peut considérer qu'il y a certains dans le monde politique en fait qui essayent de récupérer cette. Je vais essayer d'employer des mots mesurés parce que sinon la vidéo elle sera pas visible sur YouTube. Donc qui vont essayer de récupérer ça pour en profiter de manière électorale, mais pas seulement. En fait, on voit ça de manière un peu courante. Donc déjà, pour coller le tableau, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, il y a quand même deux choses essentielles pour considérer la fin des années 70, les années 80 et les années 90. Ce qui se passe, c'est que on a, on a une crise très importante qui arrive ici, en 1974, voilà. C'est la crise pétrolière. C'est ce qu'on appelle le choc pétrolier. Ça arrive là. Ça arrive là, et ensuite on va voir que la situation en fait dégénère et s'étend jusqu'à nos jours. En fait, en 2024, on est encore sous l'emprise de cette crise-là. C'est comme ça. Ça paraît assez fou, mais c'est malheureusement comme ça. Et donc, ce que je voudrais montrer, c'est avec les chiffres du chômage. Donc ça, c'est les chiffres du chômage de l'INSEE. Hein. Vous pouvez regarder, taper sur YouTube toutes les statistiques, vous les trouverez. Moi, j'ai fait que copier ça dans un PowerPoint assez salement. D'ailleurs, je vous dis tout de suite, la vidéo va pas vous plaire du tout. Je veux dire, si vous êtes dans ce genre de catégorie, le mieux c'est franchement partez parce que ça va pas vous plaire, ça va vraiment vous choquer. Spécialement si vous avez moins de, je sais pas, peut-être 30 ans, si vous considérez que, ou moins de 40, si vous considérez que les années 80, etc. ont été voilà, le paradis et que de toute façon vous avez raison, je veux dire, il vaut mieux que vous partiez parce que la suite, elle va vraiment vous choquer et vous n'allez pas du tout aimer ce que je vais dire. Ok. Donc ça, c'est le premier point. Ça, c'est la courbe du chômage. En plus, la courbe du chômage, elle est assez bien faite parce qu'elle est faite par âge. Donc voilà, on voit par exemple ici, ça c'est le chiffre du chômage des jeunes. Parce que moi, je me rappelle, c'est pour ça, je n'arrive pas à comprendre en fait ce que pensent les gens. Je me rappelle quand j'étais jeune, quand je suis sorti de l'école, c'était à peu près ici, dans le milieu des années 80. Je suis désolé, mais moi, je ne pouvais pas m'acheter un appartement avec le salaire que je gagnais. C'était absolument impossible. Trouver une location, c'était très dur. C'était très dur et en plus, trouver une location, ensuite il fallait payer à manger, les vêtements, tout ça. Je suis désolé, mais il restait pas grand-chose. Et je faisais pas partie des gens qui gagnaient le moins à l'époque. Donc j'imagine que les gens qui n'avaient pas de diplôme, mais c'était encore pire pour eux. Premier point. Deuxièmement, on s'aperçoit que les traits rouges en fait fixent les dates, des dates phares en gros. Donc là, c'est 1975, c'est là où commence voilà, la statistique. Un peu avant, vous avez la grosse crise pétrolière, vous avez l'élection de Valéry Giscard d'Estaing.
un ancien pote, enfin c'est même genre que Macron, hein, je veux dire, c'est voilà. Sauf que lui, il jouait de l'accordéon. Voilà, bon, c'est sans doute un des trucs qu'il va laisser dans l'histoire de France. Et puis là, il a tellement bien joué de l'accordéon en fait que bah, les chiffres du chômage ont explosé hein, sous Giscard d'Estaing, mais bon, c'est pas tellement étonnant. Et là, on voit en pointillé 1981. Qu'est-ce que c'est que 1981? C'est l'arrivée des socialistes au pouvoir, c'est l'élection de François Mitterrand. François Mitterrand qui lâche la bride au niveau de la dette de manière à pouvoir relancer l'économie. Ça ne marche pas, c'est une catastrophe. Bon, pour des raisons quelconques, ça à la limite, je ne veux pas trop. Voilà. Et on arrive ici vers. Voilà. J'ai noté 84, c'est un peu l'arrêt, on va dire, de la montée du chômage. 1984. Vous avez eu entre-temps la rigueur, ce qu'on appelle la rigueur, et là, les socialistes ont vraiment commencé à se faire regarder d'un œil bizarre. Et bah, à partir de là, comment dire, l'alliance qu'il y avait socialiste et communiste bah, a commencé par se dégrader, et maintenant vous voyez bien le résultat de ça. Je me rappelle des collègues socialistes, communistes, etc., considéraient ce qui s'était passé là comme une vraie trahison. Enfin, c'était une catastrophe. Et voilà. Là, c'est l'an 2000. Là, c'est l'an 2000. Donc, c'est pour vous donner un point de repère. Hein. Un peu plus tard, vous avez le 11 septembre ici. Et là, vous avez 2022, voilà. Voilà, donc la statistique s'étend vraiment sur très longtemps. Donc vous pouvez juger. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Déjà le chômage des jeunes. Le chômage des jeunes de nos jours, il est quand même descendu relativement bas. Hein. Là c'est la pandémie en fait. Hein. Donc le chômage des jeunes, à proprement parler, il est quand même relativement bas par rapport à par rapport à ce que c'était à l'époque. À l'époque, il y avait beaucoup de chômage. On voit par contre qu'au niveau des actifs, entre 25 et 49 ans, donc des seniors, on va dire, enfin, voilà, le chômage, en fait, il y en avait beaucoup moins à l'époque. Et ça a explosé maintenant. Bon, voilà. Et puis, les seniors, on va dire, au-dessus de 49 ans, voilà, il n'y avait pas beaucoup de chômage des seniors et ça a explosé, voilà. Bon, je ne vais pas rentrer dans ce genre de détails, je veux juste expliquer un peu le contexte. Ce qu'il faut bien comprendre, parce que ça, les gens n'ont pas l'air de le voir, et je le vois écrit nulle part, et je l'entends dire nulle part sur YouTube, sur les chaînes, les médias que je regarde plus beaucoup, etc. Il y a un truc qu'on oublie de dire quand on regarde ce schéma. Déjà, premièrement, ça fait des dizaines d'années que le chômage, il est durablement installé à des niveaux très hauts. Je veux dire, en pratique, le chômage n'a pas descendu en dessous de 2 millions depuis 1984. 1984, le chômage, il n'a pas descendu en dessous de 2 millions. Hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que la société, ici, en fait, que ça soit pour le chômage des 25-49 ou des 25 ans, qui a diminué, eh ben, on s'aperçoit en fait que la société, elle s'est installée dans ce chômage. Il y a eu des crises. Là, il y a la crise des subprimes. Enfin, ici, il y a eu la crise des subprimes. Le chômage était à un point bas. Là c'est la suite là, c'est la crise de Internet, hein, avec le pareil point bas. Chaque fois que vous voyez un point bas, vous avez une crise derrière. C'est Clinton qui disait "It's the economy stupid". C'est-à-dire, c'est tellement bête, c'est juste de l'économie, quoi, la vie de la société. C'est ça que ça veut dire. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les gens là, qui se trouvaient dans les années 80, de 75 à 80, la vie n'était pas facile pour eux. Je veux dire, ils avaient connu le vrai plein emploi, qui n'est pas au niveau qu'on indique. Le plein emploi, c'est 300 000 personnes qui recherchent du travail. Ça veut dire que c'est un marché du travail qui tourne, où les gens changent de travail
Et voilà, vous avez des entreprises peut-être qui ferment, des emplois qui sont plus nécessaires, donc ça tourne. Mais je veux dire, ça c'est normal dans une économie. Donc vous passez d'une économie comme ça à une économie où le chômage allez, en une décennie passe du plein emploi jusqu'à 2 millions de chômeurs. Hein. C'est ça la crise. Ça, c'est une vraie crise. Ça, c'était une crise qui était une crise très dure. Parce que vous passiez ici de pas de chômage à 2 millions de chômeurs. Enfin, je veux dire, j'ai quand même pas rêvé. Mais je pense que vous devriez demander aux gens qui ont vécu cette époque-là, je veux dire, dans les familles, les gens se posaient la question si le soir, leurs parents n'allaient pas revenir en disant qu'ils n'avaient plus de boulot. Donc il ne faut quand même pas exagérer non plus. C'est pas le soleil partout. Enfin, je veux dire, c'est pas parce qu'il y avait un film qui s'appelle Les bronzés font du ski ou Les bronzés à la plage ou ce genre de truc-là que la vie était si rose que ça. Il faut quand même pas se fiche de la tête du monde. C'est juste pas vrai. Alors ensuite, les gens avaient envie de voir des trucs marrants au cinéma. Bah ouais, justement parce que c'était pas très drôle. Vous avez connu aussi ce genre d'époque. Je veux dire, quand il y a eu la crise des subprimes ici et quand la société française s'est pris une hausse de pratiquement 1 million de chômeurs, bah c'est pareil. Là aussi, ça a été dur. C'est ces périodes-là qui sont vraiment difficiles. Mais pas là. Pas quand le chômage baisse et ce genre de choses-là. En plus, la société a complètement changé de ce qu'elle était à l'époque. Ici, vous avez une société qui, je vais y revenir plus tard, mais grâce à Internet, était beaucoup plus souple. J'ai d'autres slides. Hein. Et alors qu'à cette époque-là, c'était une société qui était complètement figée. Les amis de Valéry Giscard d'Estaing, comme ceux de Macron, ils étaient pour un capitalisme absolument fermé et que personne ne rentre pour qu'eux en profitent un maximum. Donc, ensuite, deuxième slide. Donc, pour vous montrer à quel point les gens étaient heureux à l'époque. Alors, malheureusement, je ne peux pas parler franchement, je suis sur YouTube, il y a un certain nombre de termes que je ne peux pas utiliser pour éviter que la vidéo se fasse blaster. Voilà, c'est comme ça, c'est les règles du jeu, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc il faut que vous compreniez entre les mots et que vous lisiez entre les lignes. Alors, ça, vous avez deux courbes. Donc vous avez la première courbe que je vous ai montrée, c'est la courbe du chômage. Et puis là, vous avez deux courbes. Une courbe pour les hommes et une courbe pour les femmes. Qu'est-ce que c'est cette courbe? La source, c'est l'INSERM, donc c'est la santé. C'est l'évolution du taux, on va dire, des gens qui préfèrent partir pour un très long voyage. Voilà, je ne peux pas m'exprimer de manière plus claire pour que vous puissiez regarder cette vidéo, mais je pense que vous me comprenez. Qu'est-ce que vous pouvez voir? On va le voir sur d'autres statistiques. Regardez l'évolution du chômage dans les années 80. Fin des années 70, début des années 80. Voilà, on est là. Hein. Regardez un peu l'évolution de la courbe. Qu'est-ce qui se passe? Hein. Vous voyez pas que là, elle est en augmentation, cette courbe? Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez la courbe là qui descend? Pareil chez les femmes. Hein. Donc voilà où en était la société à cette époque-là. C'était pas très rose. Je vais, pareil, encore une fois, bon, il y a deux statistiques. Les naissances, ça, je peux laisser ça pour que, voilà, et vous avez l'opposé des naissances. Donc, si vous regardez bien, qu'est-ce qui s'est passé à l'époque entre 75 et 84? Donc, dans ces 10 ans, qu'est-ce qui s'est passé là? Ben, regardez un peu. La courbe des naissances, elle a chuté. Mais pourquoi elle a chuté? Personne ne se pose la question de pourquoi la courbe des naissances, elle baisse à ce moment-là. Mais parce que c'est la crise économique. Les gens, ils ont peur. Ils ne savent pas si demain, ils vont avoir un boulot. Ils ne savent pas si à la fin du mois, ils vont payer les traites. Ils ne savent pas s'ils seront encore dans leur logement. Évidemment, ils font moins d'enfants. La bonne blague. Et la crise s'étant installée, bah, évidemment, la natalité, elle est toujours en berne, bien sûr, elle est toujours en berne.
Il ne peut pas en être autrement. Et puis après, l'économie continue à se dégrader, donc ça augmente. C'est quoi? Ça, c'est la courbe des divorces. Ah ouais, la courbe des divorces. Alors, bon, il y a eu différentes lois. Il y a eu une loi, je crois, en je crois que c'était en 84, il me semble, ou en 74, je ne me rappelle plus. Enfin, il y a une loi sur les divorces, je crois que c'est en 74, et puis je crois que ça c'est un pic dû à une loi en 84 ou je ne sais pas quoi. Donc, regardez aussi cette courbe. Ça, c'est la courbe de l'augmentation du chômage. Ok? Et ça, c'est l'augmentation de la courbe des divorces. Je vous ai dit que vous n'allez pas aimer cette vidéo. Hein. Vous feriez mieux de partir maintenant. Hein. Qu'est-ce que vous regardez là-dessus? Vous savez, je ne sais pas si vous connaissez les statistiques, mais les statistiques des divorces, enfin, en tout cas en France, moi, celle que j'ai à l'esprit, c'est qu'il y a 70% des femmes qui demandent le divorce. Ok? Je pense que c'est une statistique que vous pouvez trouver globalement à peu près partout. On divorce beaucoup en ville par rapport à la campagne. Et vous voyez l'augmentation des divorces là? Vous ne trouvez pas qu'elle ressemble beaucoup à la courbe du chômage? Il y a 70% des femmes qui demandent le divorce. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand leur mec se retrouve au chômage, eh bien elles demandent le divorce? Ou c'est pour une autre raison? Et vous allez me dire que l'époque était heureuse. L'époque était heureuse. J'ai représenté ici, alors les petits éclairs en fer représentent les crises économiques. Donc ça c'est la crise de 74, ça c'est la crise de 91, il y a eu une récession économique, bon. Et puis ça c'est la crise de Internet, et ça c'est la crise des subprimes. Okay? Là, qu'est-ce que ça représente ce truc-là? Ce truc-là, ça représente ici la fin du rideau de fer. Hein, je pense qu'on en a beaucoup parlé ces derniers temps, donc ça c'est à peu près en 89. Hein, 89. Le rideau de fer tombe, les pays communistes européens sont libérés, et voilà. Mais qu'est-ce que c'était ça avant? Avant, il y avait la peur de la bombe atomique. Peut-être pas pour les gens qui étaient à la campagne, parce que eux, bon, ils étaient à peu près sûrs que ça leur arriverait pas directement sur la tête. Mais en ville, c'est pas pareil. Dans les grandes villes, dans les grandes capitales, il y avait la peur de la bombe atomique. De la même manière que vous l'avez eu quand il y a eu en 2022 et 2023, la Russie est arrivée en Ukraine et qu'il y a eu tout ce débat autour de ce type d'armement à être utilisé, ce genre de truc-là. À l'époque, c'était implicite. Toute la société savait qu'un jour ou l'autre, ça pouvait nous tomber sur la tête et on vivait avec ça. Vous allez me dire, ouais, tu rigoles. Mais attends, je suis désolé. En Suisse, bon, ok, c'est pas la France, mais en Suisse, dans toutes les maisons, il devait y avoir de construit un abri anti-atomique. Demandez à vos amis, je vous raconte pas de conneries. En Suisse, les gens, quand ils construisent des bâtiments, alors je ne sais pas si c'est encore le cas maintenant, mais ils devaient nécessairement construire un abri anti-atomique sous la maison. Alors ils mettaient ensuite les machines à laver, les choses comme ça. Mais voilà, enfin, je veux dire, ça existe en Europe. Et la Suisse, voilà, en plus, à l'époque, elle était très neutre. Et enfin, voilà, aller faire la guerre à la Suisse, faut quand même aller se lever de bonne heure, quoi. C'est plein de montagnes. C'est pas le pays le plus facile, quand même. Donc, voilà. Et on vivait avec ça. Et voilà, enfin, je veux dire, les gens qui disent non, ils ont oublié ou ils vous racontent des âneries. Allez, en 75, après la crise, je voulais faire un petit truc un peu culturel, mais après la crise du pétrole, il y a eu le mouvement punk, No Future. Et puis effectivement, ils n'avaient peut-être pas tort, la suite, elle n'a pas été très triste en fait. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est la variation du pouvoir d'achat. Alors,
j'y représente, enfin non, c'est pas moi, je crois que c'est un truc de l'INSEE. Ça représente à peu près la variation du pouvoir d'achat sur les ménages en France depuis 1975. C'est vrai qu'avant, le pouvoir d'achat, il était supérieur. Mais on n'était pas en période de crise. Simplement, là, on est passé, avec la crise pétrolière de 75, on est passé là comme ça, avec une augmentation du chômage et en même temps, une baisse du pouvoir d'achat. La baisse du pouvoir d'achat, elle a été sanctionnée ici par l'élection de François Mitterrand. Et puis, bon, la baisse s'est continuée comme ça jusque en 84-85, quoi. Et depuis, le pouvoir d'achat n'est pas du tout remonté au niveau qu'il y avait avant dans la première partie des années 70 et dans les années 60. Mais ça, c'était il y a très très longtemps. Mais ça, c'est une période contemporaine où il y a encore des gens vivants, quoi, de l'époque, quoi. Donc voilà. Et la société qu'on nous dépeint actuellement comme quelque chose. Je suis désolé, hein, le PowerPoint est crade, mais je voulais donner quand même une excuse pour les gens qui veulent partir et qui ne sont pas du tout contents de ce que je dis. Donc je représente vraiment la courbe du chômage, c'est vraiment tellement parlant, quoi. Je veux dire, donc là vous avez la crise, 1975, ici l'élection de François Mitterrand, ici 84, quand on s'aperçoit que c'est la rigueur en fait, voilà. Enfin, depuis quelques années c'est déjà la rigueur quand on est en 84. Ça, c'est la crise des valeurs Internet. Et puis, ça, c'est l'époque actuelle. Alors, je vais vous expliquer un peu ce schéma. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'avant l'arrivée de Mitterrand, il faut reconnaître ça, la société était complètement bloquée. Que vous créiez vous-même l'équivalent, à l'époque, on va dire, du site Internet, c'était interdit. Je ne sais pas à quel moment ça a été supprimé, mais à l'époque, il y avait une censure très officielle sur les films que vous pouviez voir. Vous aviez une chaîne de télévision ou plusieurs chaînes de télévision ou de radio, tout était public, tout devait être autorisé. Tout était extrêmement bloqué dans la société. Là, c'est 80. Après, vous avez eu un espace dans lequel vous avez eu le Minitel. Donc là avant, il n'y avait pas de possibilité d'avoir des radios FM libres. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Là, on dit en 1984, on parle d'une époque où c'était interdit et la police descendait si jamais vous mettiez en place une radio FM libre. C'était interdit. Et vous alliez en prison. Les amis de Macron, Valéry Giscard d'Estaing à l'époque, celui qui faisait de l'accordéon. Et donc, là, ensuite, voilà, il y a l'arrivée de Mitterrand, donc ça s'est un peu calmé. Il y a eu la possibilité d'avoir des radios libres sous certaines conditions. Puis ensuite, il y a eu la possibilité de mettre en place le Minitel. Mais le Minitel, il n'a pas été très libre. En fait, le Minitel était essentiellement géré par France Télécom. Et France Télécom, il y avait des autorisations qui n'étaient données que, attention, écoutez bien, ouvrez bien les yeux, aux médias. Oui, vous avez bien entendu, les médias qui n'arrêtent pas de vous parler de la liberté de la presse, de la liberté des droits de l'homme et machin, eh bien, ils ont tout fait pour garder le monopole sur l'équivalent de ce qui est maintenant les sites Internet. À l'époque, il fallait nécessairement passer par l'agrément d'un média officiel pour pouvoir avoir un 3615 quelque chose. Vous imaginez maintenant, vous voulez faire votre petit blog dans votre coin, vous voulez avoir votre page Facebook, c'est pareil, votre compte Twitter, pareil, vous publiez. Vous imaginez, à chaque fois, vous êtes obligé d'aller demander au Figaro, aux Parisiens, à LCI, à Europe 1 pour avoir le droit de pouvoir vous exprimer de cette façon. C'est ça qu'il y avait à l'époque. Donc, faut pas... Voilà. Heureusement, l'arrivée d'Internet a cassé ce modèle, parce que, pour différentes raisons, l'arrivée d'Internet a vraiment cassé ce modèle. Et je dirais, Internet a changé la société.
Aujourd'hui, on critique beaucoup les GAFAM. Bon, on peut penser ce qu'on veut des GAFAM. Néanmoins, il faut bien comprendre qu'à l'époque, le modèle d'Internet, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais a libéré la société dans tous les domaines. L'email, le site web, tout ça a fait que c'était plus possible de maintenir toute la censure qui existait. Donc petit à petit, la censure a été baissée. Ça a été possible de faire son site internet, ça a été possible d'avoir des mails, ça a été possible de publier publiquement. Ça veut dire, vous avez maintenant le droit d'avoir une page Facebook. C'était interdit avant, hein. Même en Chine, ça n'a jamais été comme ça. En Chine communiste, il n'y a jamais eu une période où c'était interdit d'avoir une page Facebook ou l'équivalent chinois ou Twitter ou machin comme ça. Il faut bien comprendre ça. Donc là, avec Internet, vous avez le droit de faire ce que vous voulez sur Internet, de publier sur Internet. C'est vrai que depuis quelques années, on retombe dans la censure. Mais quelque part, c'est aussi parce que les gens se laissent marcher sur les pieds. Enfin, je veux dire, voilà. Qu'est-ce que c'est que ces petits soleils, hein, ça doit vous intriguer. Qu'est-ce que c'est que ces soleils? Ces soleils, en fait, c'est tout simplement la liberté d'entreprendre, la possibilité d'ouvrir un business et de vivre de ce business. De nos jours, on va dire depuis les années, fin des années 90, début des années 2000, c'est relativement facile de manière administrative et de manière, on va dire, voilà, pour développer son business, c'est quand même, on va dire, relativement facile. Ça devient de moins en moins facile parce qu'il y a tout un tas de normes, tout un tas de réglementations qui commencent à revenir un peu sur la scène. Mais avant, sous Giscard d'Estaing, avant 80, et puis bon, aussi après, parce que c'était pas propre, on va dire, c'est pas une question politique, hein, mais c'est que c'était quasiment impossible de pouvoir monter sa société si vous n'aviez pas des relations, fait des hautes études, être né dans les bonnes familles, etc. C'était extrêmement compliqué. Donc il fallait partir à l'étranger. Et là, bon, petit à petit, ça s'est amélioré parce que, bah oui, parce qu'avec un chômage, je veux dire, le chômage explique tout, hein. En France, en tout cas, le chômage explique pratiquement tout. Avec le chômage qui a augmenté, c'était plus possible de maintenir la société verrouillée de cette manière-là. Tous les verrous ont dû sauter pour permettre au chômage d'arrêter d'augmenter et puis, bon an mal an, de rétablir quand même un peu de bien-être économique. Voilà, et c'est comme ça que ça s'est passé. Mais actuellement, en 2024, on voit le chômage qui remonte. Parce que justement, il y a toutes ces contraintes sur la société. Donc voilà en fait un petit historique, un petit rappel historique sur ce que c'était les années 70 et les années 80. Vous pouvez vous dire que vous avez eu de la chance d'avoir Internet parce que c'est vraiment la chose qui a permis de faire exploser les carcans de la société. Ça a permis de fluidifier la société, ça a permis aux gens de s'exprimer librement, ça a permis vraiment un meilleur bien-être économique. Hein. Mais s'il n'y avait pas eu Internet, je ne sais vraiment pas où nous en serions à l'heure actuelle. Je veux dire, on parle aussi de la dette, parce que la chaîne Crise 2024, c'est quand même aussi une chaîne qui est quand même assez orientée sur l'économie. On parle beaucoup de la dette. C'est pas la peine que je vous fasse un schéma, je veux dire, tous ceux qui connaissent un peu, un minimum en économie, savent que la dette, elle est partie ici, de là, et qu'elle n'a pas arrêté de monter jusque-là. C'est pas compliqué, la dette, elle a fait que augmenter. Bon. Mais ce qu'il faut bien quand même comprendre, parce que, je veux dire, ça aussi, le problème, c'est que quand vous mettez des gens qui sont jeunes au pouvoir ou dans des positions de management, vous faites une très grave erreur. C'est des gens qui n'ont pas de perspective historique, ils ne savent pas ce qui s'est passé, ils n'ont pas une compréhension du réel. Donc le problème, c'est qu'ils ne prennent pas les bonnes décisions parce que ce n'est pas de leur faute, mais ils ne sont pas capables de comprendre ce que leur décision une année temps amène 10 ans ou 20 ans ou 30 ans plus tard. Alors, c'est quoi la dette? La dette, ok,
c'est vrai, c'est un très gros problème actuellement. Mais il faut quand même bien comprendre une chose, c'est que la dette, elle a quand même permis d'éviter ça. Vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Je vous ai dit, c'est l'augmentation du chômage des jeunes. Ça veut dire que entre 75 et 85, donc à peu près pendant 10 ans, le chômage des jeunes, il n'a pas arrêté d'augmenter en France. Pourquoi? Parce que les gens qui étaient là dans ces années 75, comme c'était une crise grave, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, vous avez vu, les parents divorcent, les gens perdent leur emploi. Vous croyez que les enfants peuvent continuer à aller à l'école? Ben, c'est juste pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Les gens ils partent plus tôt. Donc ils partent sans diplôme. Donc ils se retrouvent au chômage. Et c'est comme ça. Et moi je l'ai vu en vivant à l'étranger, dans des pays pauvres. Quand vous êtes dans un pays pauvre, vous n'avez pas de formation. Le problème, non seulement vous n'avez pas de formation, mais vous êtes dans un environnement qui ne vous communique pas le travail de qualité. Ce n'est pas par méchanceté, c'est juste parce qu'ils ne connaissent pas. Parce que quand vous n'avez pas le niveau d'argent, le niveau social, vous n'avez pas accès à des choses de qualité. Donc vous êtes incapable de reproduire quelque chose de qualité. En France, on est capable de le faire parce qu'on a un historique de qualité. Et donc voilà, la dette, qu'est-ce qu'elle a permis la dette? Malgré tous ses bons côtés, enfin malgré ses mauvais côtés, on est tout à fait d'accord, mais il y a quand même un bon côté à la dette qu'il faut quand même souligner. C'est que quand l'économie s'est pris des stars ici, là et là, surtout la crise des subprimes qui aurait vraiment pu être catastrophique, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? À ce moment-là, ce qui s'est passé, c'est que la dette, malgré tout, a permis un certain niveau de l'économie de rester quand même actif et surtout de ne pas fermer comme ça aurait pu se produire, comme ça aurait dû se produire, des millions d'entreprises, envoyer à la rue des millions de chômeurs, comme ça s'était produit dans ces années-là. Et qu'est-ce qui se serait passé? Eh ben, qu'est-ce qui se serait passé à ces moments-là? Ben, tout simplement, le niveau de vie se serait écroulé, les jeunes n'auraient pas pu continuer à aller à l'école, le niveau d'éducation se serait écroulé, et après, ben, vous auriez eu beaucoup de chômeurs. C'est pour ça que dans certains pays, vous avez plus de chômage que d'autres. C'est pour ces raisons-là, parce que les jeunes n'étant pas formés, ils ont un creux dans leur formation, il n'y a personne pour leur enseigner correctement, puisqu'ils sont sortis du cursus scolaire, et au final, bah, ça donne ce genre de choses-là. Donc la dette, elle a permis d'éviter en fait que les jeunes qui étaient là, ou ceux qui étaient là, ou ceux qui étaient là, en fait, aillent nourrir beaucoup plus de chômage ici, et finalement, petit à petit, dégradent la société. Parce qu'il ne faut pas vous faire d'illusions. Enfin, il ne faut pas vous... peut-être illusion, c'est pas non, mais il ne faut pas, disons, ignorer ce fait-là. Le fait ici qu'on ait une génération, ma génération, faut le dire, ma génération qui soit pris du chômage et tout ce que j'ai cité pendant une dizaine d'années, a fait que bah, y en a certains qui sont, et pas mal, qui s'en sont beaucoup moins sortis que d'autres. Le problème, c'est que comme il y en a beaucoup qui s'en sont moins bien sortis que d'autres, heureusement je n'étais pas dans ce cas-là, et ben, ce qui s'est passé, c'est que les générations qui ont suivi, donc les générations là et là, elles n'ont pas pu bénéficier du même, comment dire, du même bénéfice, on va dire, que les générations qui étaient avant. Mais ça, c'est un problème purement économique. Heureusement, le fait d'avoir de la dette, ça a évité ça. Ça a permis à ce que la société ne s'écroule pas ne s'écroule pas complètement. Mais là, la crise des subprimes a été tellement grave que s'il n'y avait pas eu de dette, au moins jusqu'à Hollande, disons on va dire de 2008 à 2012 par exemple, s'il n'y avait pas eu de dette à ce moment-là, mais il y aurait eu des millions d'entreprises fermées, il y aurait eu des millions de gens au chômage. La crise aux États-Unis qui avait eu lieu en 1929, elle a duré des années.
les États-Unis ne s'en sont remis qu'après la Seconde Guerre mondiale. Donc, je pense qu'il y a toutes ces choses-là qu'il faut considérer. Je ne suis pas là pour donner des réponses. Je ne suis pas là pour dire il faut faire ça ou il ne faut pas faire ça. À la limite, je ne sais pas, ça peut être une réflexion plus tard. Mais ce que je veux vous dire, c'est que ce qui s'est passé à l'époque, dans les années 70 et dans les années 80, était quelque chose de dur, d'exceptionnel, que personne n'a vécu, même maintenant, même la situation n'est pas facile. Mais ça, vous ne l'avez pas vécu. C'est une période qui était extrêmement difficile, contrairement à ce que j'entends dire partout. Et beaucoup d'autres problèmes qui existent maintenant viennent du star qu'on a pris économique à l'époque. Et c'est pas la faute à machin ou c'est pas la faute à truc, c'est parce que c'est l'économie qui est comme ça. Donc, l'idée de cette vidéo, c'est pas de donner des leçons. L'idée de cette vidéo, c'est juste de dire voilà comment moi je vois les choses quand je vois cette époque-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous qui y avez été, et puis éventuellement vous qui voyez ça après. Voilà, je vous remercie. Bonne journée.